Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sedius, je suis tout seul là, actuellement il est 8 heures du matin, je profite d'être debout pour vous parler un petit peu. Euh, Même si j'aime beaucoup, je sais que je peux avoir quelques avis un peu tranchés et que je ne dois pas avoir une certaine bonne réputation auprès des fans de Baldur's Gate 3 vu comment je l'ai traité. Donc j'en profite de faire une petite vidéo en solo pour faire un petit point sur la situation. Je pense que cette vidéo, je vais tenter de l'upload au plus vite, tout et tout. Ben, c'est simple, pour vous faire un résumé, on fera certainement une vidéo à vie, mais je ne sais pas quand. Mais le multi dans l'acte 3 est une cata. Le multi dans l'acte 3, en tout cas sur le patch Vanilla, je sais que le patch 5 est sorti à l'heure où je vous parle. Et personnellement, le patch 5 pourrait me faire changer d'avis sur Baldur's Gate 3 globalement, parce il apporte son lot de nouveautés. Déjà, le fait qu'on a accès à l'inventaire de tous les compagnons dans le camp, pour moi, c'est déjà comment dire, je perds mes mots. C'est une très très bonne idée et franchement c'est déjà un cap sur ce qui ne va pas dans le jeu qui est déjà corrigé, parce que le problème de Baldur's Gate 3 c'est on a l'impression que je m'attache aux détails, mais en fait c'est plus une question de chiantise, c'est une question de chiantise, d'effets pénibles et ce genre de choses. Et il faut reconnaître que Baldur's Gate 3, tous ces petits éléments m'énervent très facilement. Le fait que je dois parler à un compagnon pour changer son inventaire, le fait qu'en coop, on doit vendre séparément. D'ailleurs, on a été sur Vasteland 3 hier en live avec Valkania et le fait que justement on ne souffre pas de ce problème me fait aussi clairement comprendre que c'est plus lié au jeu qu'autre chose, justement. Le fait que sur Vasteland 3, quand on est en dialogue, à tout moment, on peut faire passer l'interaction dialogue à son compagnon, justement, et le fait que n'importe qui dans le groupe va pouvoir utiliser ses capacités, que ce n'est pas la personne qui engage la conversation, et ce qui pour moi est un vrai souci dans Baldur's Gate 3, pour moi c'est ce qui doit être corrigé, c'est l'importance de l'impact au niveau des dialogues, entre compagnons et ce genre de choses. Le fait que vous ne le remarquez pas dans nos vidéos, j'ai constaté ça, c'est que en fait, si vous voulez, quand on joue à Baldur's Gate 3, d'ailleurs j'ai ce bug dans ma partie multijoueur, même quand je joue en solo, même quand je désactive la connexion internet, j'ai ce bug, il y a une latence de 2-3 secondes. À chaque attaque, il y a une latence de 2-3 secondes. Apparemment c'est propre à l'acte 3, mais bon, vu qu'apparemment ils ont super optimisé l'acte 3 avec le patch 5, j'ai envie de tester Baldur's Gate 3 avec le patch 5, je sais pas comment je vais faire, soit je l'achèterai, tout simplement, et tout, et je vais pouvoir enfin avoir un avis un peu plus objectif sur le jeu, mais je pense que clairement, je vais dire du bien de l'Ariane pour une fois. L'Ariane, pour moi, souffre de beaucoup de problèmes. Que ce soit la narration qui, pour moi, est clairement en dessous de ce que proposaient les anciens Baldur's Gate, voire même Neverwinter Night. Clairement, je ne vais pas mâcher mes mots là-dessus. Le fait que tout tourne, que le jeu tourne très très souvent autour du sexe, et ce genre de choses un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette espèce de délire Netflix du genre regardez, on met du cul partout pour montrer que c'est mature. Et c'est pas fou, je trouve que c'est royalement pas fou, justement. Voilà, ça me dérange beaucoup, je trouve que le jeu souffre de pas mal de problèmes par rapport à cela, et c'est relativement dommage. C'est relativement dommage, je pense que le jeu aurait pu mériter mieux, aurait pu mériter largement mieux de ce point de vue, justement. Et toutes les incohérences scénaristiques, comme typiquement vous découvrez la vérité sur le Dark Urge, et comme par hasard, Volo était au courant depuis plusieurs jours, comme par hasard, Jaira le découvre le soir même, et ce genre de choses.
Je trouve que ça réduit un peu la crédibilité de l'acte 3, mais c'est normal parce que quand on se renseigne sur internet, on apprend que l'acte 3, il y a eu une réécriture complète en rush, vraiment en rush. Je pense notamment au fait que Orin devait attaquer la crèche Githyanki, d'où l'importance de la crèche Githyanki, là où la crèche Githyanki, on a un peu cette impression que c'est une quête secondaire, et que mis à part pour la SL, ça n'a aucune importance dans l'intrigue, justement. Ce qui pour moi est déjà un problème en soi. Voilà. Moi je suis très attaché au scénario. Je suis très attaché au scénario, aux intrigues et ce genre de choses. Typiquement, j'ai plus été choqué par celle de Starfield, j'ai plus été marqué par celle de Starfield. Mais de nouveau, c'est normal, c'est parce que l'écriture Bethesda et moi, ça fait 20 ans que je suis l'écriture de Bethesda, ça fait 20 ans que je sais comment ils fonctionnent. Donc, je suis bien plus attaché à leur façon d'écrire des histoires et ce genre de choses. Et j'ai été moins frustré par rapport à cela. Forcément, Donjons et Dragons, c'est une licence grande. C'est une licence très grande. Parce qu'on a vécu quoi comme écriture? On a vécu l'écriture d'Obsidian, on a vécu l'écriture de BioWare. On a eu quelques petits jeux Donjons et Dragons. On a Allcat avec Pathfinder, c'est pas réellement Donjons et Dragons, mais c'est extrêmement proche en termes de narration. Et le fait qu'on a vécu toutes ces narrations et ce genre de choses, et que je vois celle de l'Ariane, eh bien je trouve que celle de l'Ariane est quand même très faible à côté de la concurrence. Voilà. Elle est faible à côté de la concurrence, que ce soit l'écriture complexe de Pathfinder qui te donne 1 milliard de détails pour que toi, le joueur, tu aies toutes les intrigues en main et ce genre de choses, et que tu comprennes quel univers tu es et autres, justement. Que ce soit l'écriture de BioWare, qui est une écriture qui est beaucoup plus posée avec Neverwinter Night et ce genre de choses, l'intrigue est beaucoup plus classique. Neverwinter Night 1 est une intrigue bien plus classique que celle de Baldur's Gate 3, mais c'est une intrigue qui marche parce qu'on s'attache au personnage, on s'attache à ce qui se passe. Je pense à la mort de Fentic, tout simplement, et ce genre de choses, donc ce qui fait qu'on est intrigué par rapport à ça, même si le plot twist de Dester était vu à 400 km/h. Mais voilà, de nouveau, je pense que le fait que c'est une de mes licences d'enfance fait que je suis beaucoup plus touché avec Baldur's Gate 3 que par rapport à ça. Et avec les commentaires que j'ai eu aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi vous aimez vraiment ce jeu. C'est parce qu'en fait, majoritairement, vous, la communauté de Baldur's Gate, vous êtes des néophytes. Vous êtes des néophytes, une bonne partie d'entre vous considère The Witcher 3 comme un chef-d'œuvre. Alors attention, avant que vous sortiez vos fourches, j'ai kiffé The Witcher 3, j'ai plus de 500 heures dessus. Mais force est de constater que même si le scénario est intéressant, il reprend majoritairement des livres. Donc c'est pas non plus, je trouve pas non plus qu'on est sur de la méga ultime narration, ce genre de choses. Donc je peux comprendre. Je peux comprendre ce point de vue-là sur le fait que, oui, si votre standard de jeu vidéo en termes de narration, c'est Starfield, The Witcher 3, Skyrim, Fallout 4, ou même, voire même Cyberpunk, oui, effectivement, que Baldur's Gate 3 passera pour un chef-d'œuvre narratif à côté. Parce que, comprenez-le bien, comprenez-le bien, je ne vais pas dire du mal de Starfield, de Skyrim, de Fallout 4 ou de The Witcher 3, mais leur narration est très bien, mais sans plus. On n'est pas sur de l'ultime narration comme faisait Lex, comme faisait BioWare à l'époque et ce genre de choses. Par exemple, la narration d'Inquisition m'a beaucoup plus choqué que Baldur's Gate 3. Je pense que les fans de l'Inquisition auront un peu plus de peine avec Baldur's Gate 3 que tout simplement les fans que ceux qui n'ont pas joué, tout et tout. Voilà. Mais mon problème aussi, c'est ça, je vais en parler aussi, c'est la narration des compagnons. Les compagnons sont un pur archétype de leur classe. Et c'est pour ça que j'ai de la peine à accrocher à l'écriture de ces compagnons. Pour vous donner des exemples, justement, c'est que Gale a des problèmes magiques parce qu'il est magicien.
Karlach est extrêmement émotive et elle est barbare. Lae'zel a une doctrine militaire extrêmement abusée et elle est guerrière. Astarion et Roublard adorent la criminalité. Il adore la criminalité justement et de commettre des crimes. Et il n'a pas de sens moral parce que c'est un voleur. Mintara a une immense foi envers ses dieux justement parce qu'elle est paladine. Pareil pour Ombrecoeur parce qu'elle est prêtre. Ce qui est con, c'est que le seul qui est intéressant finalement dans la liste, c'est Will, parce que lui, justement, ce n'est pas un cliché de cultiste qui a fait un pacte avec un démon pour devenir plus puissant. Non, c'est quelqu'un qui l'a fait pour sauver les gens qu'il aime. C'est déjà un peu plus intéressant, je trouve. Donc voilà. Pour comparer, on est sur une écriture justement qui se base un peu trop sur le principe de la classe du personnage, ce qui fait que on est sur une écriture que je considérais comme cliché. Alors attention, c'est pas un mal, hein. Neverwinter Night 2 c'était pareil, Nishka était une voleuse, en tant que Tiflin, Jelgar Pondanel était un guerrier avec son sens de l'honneur et ce genre de choses, ils avaient le même problème, sauf que Neverwinter Night 2 c'est 2006. Ça date de 17 ans, 18 ans, et je trouve que Neverwinter Night 2 c'était quand même le jeu Donjons et Dragons le plus faible en termes de narration au niveau de leurs compagnons. Voilà, les compagnons justement étaient très très basiques, mais proposaient une narration qui était très très complète. Voilà. Et aussi le fait que dans Baldur's Gate 3, les compagnons sont très humains. Et ça, de nouveau, c'est un souci de nous, en tant que joueurs, c'est que beaucoup de joueurs lambda aiment beaucoup la narration très humaine. L'Elder Scroll qui a le plus marqué la génération, c'est Skyrim. Pourquoi Skyrim? Parce que Skyrim, c'est l'Elder Scroll avec le plus d'humanité. C'est où les gens sont les plus humains, tout et tout. Là où Oblivion, c'était un mix racial et ce genre de choses, déjà de 1. Et en plus d'être un mix racial, Oblivion justement proposait des personnages en couleur, chose qui est un peu plus rare justement dans une narration à la Baldur's Gate 3 ou à la Skyrim. Justement. Oblivion ça va encore, mais je peux aussi prendre l'exemple de Morrowind. Morrowind c'était à l'inverse des humains, ils avaient tous une mentalité qui était assez unique et ce genre de choses qu'on ne retrouve pas dans un humain classique. Et c'est ça, moi je pense que je reprocherais le plus à Baldur's Gate 3, c'est que fatalement chaque race est liée à sa nature, justement. C'est quelque chose qui était très proche dans la 3.5 et qui a été très dilué dans la V5 apparemment, de ce que j'ai compris avec Donjons et Dragons. Donc ce qui fait qu'on a ce sentiment qu'ils sont plus humains. Et vu qu'ils sont plus humains, et ben on a cette impression qu'ils manquent d'originalité. Voilà. Et c'est ça le problème. On n'a pas de personnage comme Daeran dans Pathfinder où Daeran est un Aasimar. Donc ça veut dire quelqu'un qui pense qu'à faire la fête et ce genre de choses parce qu'il descend d'un Azata, mais que de l'autre côté justement il fait des choses cruelles comme des choses cruelles à la Astarion et ce genre de choses, tout en montrant qu'il est le plus riche et autres. C'est ça, je trouvais que Daeran il avait une écriture qui était très particulière. Quand on découvre la vérité sur Daeran par rapport à l'autre, on est choqué, enfin moi j'ai été choqué par rapport à ça, de réaliser qu'il avait vraiment une vie complètement merdique. Et ça c'est aussi l'autre problème que j'ai avec Baldur's Gate 3, c'est le comportement de gamin des compagnons. Que ce soit Astarion, que ce soit Karlach, que ce soit même Gale qui est ironiquement l'un des plus matures du groupe, justement c'est que j'ai vraiment un peu l'impression que mis à part Lae'zel, Ombrecoeur, enfin Ombrecoeur c'est surtout qu'elle passe son temps à vénérer sa déesse et ce genre de choses, ce qui en fait un personnage relativement un peu pénible je trouve, durant les premières heures de jeu. Ironiquement je trouve qu'Ombrecoeur c'est un peu l'inverse des compagnons. Alcine, voyons voir, Alcine, Astarion, c'est aussi le cas d'Astarion, mais Ombrecoeur, Astarion et je dirais Gale, non pas Gale, juste Ombrecoeur et Astarion,
ils sont un peu plats dans l'acte 1 et l'acte 2, parce que Ombre Cœur, elle est trop fidèle à sa déesse, tout et tout, elle a absolument pas de nuances et ce genre de choses. C'est genre, la déesse char c'est la meilleure, voilà, tout et tout, si t'es pas d'accord, t'es juste un putain d'hérétique, quoi. Vraiment, on est vraiment sur ce manque de nuances, comme un inquisiteur de Warhammer 40 000, quoi. Donc c'est un peu chiant, en fait. J'ai trouvé vraiment que Ombre Cœur était plat durant ma première partie. Et le personnage devient intéressant à l'acte 3 quand elle commence à voir sa rédemption, quand elle commence à réaliser qu'elle a gâché sa vie, tout et tout. Donc je trouve que le personnage est beaucoup plus intéressant avec l'acte 3, justement. Pareil pour Astarion, finalement. Astarion, je trouve qu'il est insupportable dans l'acte 1, il est un peu moins supportable dans l'acte 2, mais je trouve que dans l'acte 3, le personnage devient véritablement intéressant, parce qu'il comprend qu'il peut avoir une meilleure vie, parce qu'il comprend qu'il ne peut pas justement se rater, parce que si Cazador le chope, c'est fini pour lui. Et donc c'est ça qui est relativement intéressant, c'est que je trouve quand même qu'il y a une évolution des personnages qui les rendent plus ou moins intéressants. Même si je trouve que certaines évolutions de personnages sont pas super bien transcrites. Je pense notamment à Ombre Cœur, il suffit juste d'accepter le fait qu'elle fasse les rituels de char pour obtenir sa bonne fin. La Hazel, il suffit juste de faire sa quête de compagnon, vous savez faire ce que vous voulez durant la crèche Githyanki. Vous pouvez même faire la crèche Githyanki sans la Hazel, vous avez plus de facilité à avoir la bonne fin avec la Hazel si vous ne la prenez pas dans le groupe que si vous la prenez dans le groupe. Ce qui, je trouve, est relativement stupide au passage dans Baldur's Gate 3. Je trouve comme ça, je trouve quand même que c'est très très con, c'est vraiment relativement stupide par rapport à ça. Pour moi, c'est du jamais vu au passage. C'est du jamais vu quand même. Vous pouvez obtenir la meilleure fin du compagnon si vous le prenez jamais. Voilà, c'est quand même relativement triste. Voilà. Donc oui, je trouve que les compagnons de Baldur's Gate 3 sont quand même plus intéressants que ceux de Starfield, parce que c'est vrai que même si l'écriture des compagnons de Starfield je trouve relativement cool, je préfère par exemple un Sam ou une Andrea à Astarion ou encore à Will ou Alcin. Force est de constater que je préfère troquer largement une Mintara, un Gale ou une Karlach comparé à Sarah Morgan ou à Barrett, par exemple. Voilà, donc clairement, après je parle même pas de Fallout 4 parce que j'ai adoré les compagnons de Fallout 4 et je pense sincèrement, je vais être honnête, je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord, mais je pense sincèrement que je préfère me balader pendant 200 heures avec Nick Valentine sur Fallout 4 que 200 heures avec tous les compagnons de Baldur's Gate 3. Voilà. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment ma richesse d'écriture de compagnons qui m'influe par rapport à ça. Aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements. Il n'y a pas beaucoup d'équipements dans Baldur's Gate 3, donc ça veut dire que vous allez être très très limité en build au passage. Alors, je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit, parce que moi j'ai tendance à dire ouais, mais il n'y a pas assez, tu te plains qu'il n'y a pas assez de stuff, tout et tout, mais de l'autre côté tu te plains qu'il te chie trop de légendaires. Alors attention, ça je pense que c'est un problème d'écriture. C'est un problème d'écriture que souffre Baldur's Gate 3, c'est que Baldur's Gate 3 a mal équilibré ses légendaires. Pour expliquer cela, vous avez la masse de la tendre qui s'obtient avec une énigme dans l'acte 1, et en fait c'est le seul objet légendaire de l'acte 1 et l'acte 2. Par contre, quand vous arrivez à l'acte 3, on vous chie des légendaires comme pas possible. Il y a pas mal de quêtes cachées. Hein. L'acte 3 a énormément de quêtes cachées, que ce soit la quête de la bouche de Baldur que j'ai pas trouvée, la quête de la poste avec Grintouille, et ce genre de choses. Il y a pas mal de quêtes cachées, ce genre de choses. Et ça, c'est pas étonnant. J'ai 340 heures sur Starfield, par exemple. J'ai fait Starfield, et ça vous le savez, et je n'ai quasiment fait aucune quête à Aquila City. Et le jour où je vais commencer à faire les quêtes d'Aquila City, je vais passer un excellent moment. Parce que ça, de nouveau, c'est toute la façon où la narration a été faite par rapport à ça. Il ne faut pas être choqué de sortir la fameuse phrase de « j'ai passé 200 heures sur un jeu et je découvre encore du contenu ». C'est normal en fait. C'est absolument normal, que ce soit Starfield, que ce soit Fallout 4, que ce soit Skyrim, que ce soit Baldur's Gate 3, que ce soit The Witcher 3, et je pense même à Elden Ring, qui n'est pas du tout mon style de jeu. Je pense clairement que
que c'est normal, les gens. C'est absolument normal, en fait. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai un peu de peine à accrocher justement par rapport à ça. Vu que ça manque un peu d'équipement, typiquement, si vous avez 2 mages dans le groupe, vu que le Mahakossir est le meilleur bâton du jeu et qu'il n'y a pas véritablement d'équivalent aussi puissant que le Mahakossir, eh ben, vous allez vous limiter logiquement. Pareil pour les armes à deux mains. Les armes à deux mains, il n'y a que 2 épées, à 2 mains légendaires. Et je crois même, peut-être que je me trompe, mais je crois même que c'est en termes d'armes à deux mains, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et encore dans les épées à deux mains, il y a l'épée à deux mains Githyanki, qui n'est viable que pour les Githyanki. Et il y a l'épée à deux mains de Baldurian. Et le problème c'est ça, c'est que si vous n'avez pas de Githyanki dans votre groupe, si par exemple moi je suis guerrier et Karlach est guerrière, et ben Karlach va prendre l'épée à deux mains de Balduran certainement, puis moi je vais devoir prendre l'épée à deux mains de Sarevok, qui est une violet, qui est beaucoup moins puissante finalement. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que je trouve qu'en termes d'équipement, on est un peu limité là où je trouve que dans un Pathfinder, que je viens de finir ma campagne, ma 8e run, il y a une semaine à peu près, enfin pas une semaine, quelques jours, un truc comme ça. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que j'ai tellement d'équipements que je suis obligé de vendre des bonnes armes. Je suis obligé de vendre des bonnes armes et ce genre de choses. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment une chier d'équipements et autres. Et c'est quelque chose qui est vraiment choquant dans Pathfinder, le taux de loot ahurissant par rapport à ça. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est le fait que Pathfinder vous chie du loot, et même du loot 100 fois pire que Baldur's Gate 3, mais que malgré cela, eh ben, vous vous faites rouler sur le jeu. Je me suis fait massacrer en normal. Et c'est ça que j'ai un peu de peine à comprendre comment fonctionne en fait Baldur's Gate 3, comment ça se fait que le jeu est aussi facile, tout en proposant en fait aussi peu de stuff varié. Et je pense que c'est ça qui me dérange aussi. Comprenez-vous bien que je ne suis pas fan de l'intrigue du cerveau, tout et tout. Je trouve l'intrigue du Dark Urge avec Bal beaucoup plus intéressant. Je trouve que l'intrigue avec Gortash et ses robots et la prison est très très intéressante aussi. Moi, rien ne vaudra qu'Éthérique, de toute façon. Mais voilà, je trouve que vraiment l'intrigue du cerveau, elle est pas hyper folle. Ça sort un peu de son chapeau et autres. Et j'espère, quand je vois la qualité de l'Ariane, quand je vois l'Ariane qui a rajouté plein de fétures, rajouté des câlins, rajouté des bisous, rajouté des nouvelles scènes de romance et des nouvelles possibilités de fin, parce que fatalement avec cet épilogue, alors l'épilogue il dure pas extrêmement longtemps, hein, surtout que c'est pas réellement un épilogue, parce qu'un épilogue c'est vraiment quelque chose qui décrit toutes les actions que vous avez fait dans le jeu. J'ai été les regarder ce matin, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors c'est plutôt une conclusion correcte à l'intrigue de comment le jeu aurait dû véritablement finir. Voilà, donc on est sur une intrigue qui est pour moi totalement différente. Pour moi c'est un peu comme le banquet final de Dragon Age Origins juste avant les épilogues. Donc je trouve que c'est très cool de l'Ariane d'avoir fait ça. J'en ai vu des dingueries et ce genre de choses, notamment une nouvelle fin avec Raphaël, justement, un espèce de sous-entendu que peut-être que Raphaël va s'en sortir et autres. Alors de nouveau, je crois qu'il y a une incohérence, parce qu'apparemment Raphaël apparaît même si vous le butez, alors que normalement un démon, enfin un diable, s'il meurt dans son domaine, il n'est pas censé pouvoir réapparaître, justement. Donc ça, c'est que ça souffre justement de problèmes narratifs et autres. Donc voilà, et sans oublier que la justice pour Karlach n'a toujours pas eu lieu. Donc moi je pense que ce que je vais vous proposer, c'est pas un let's play avec Motivant, mais j'en ferai certainement un, peut-être en solo, on verra. Alors je sais pas si je serai motivé en solo, parce que j'ai quand même constaté qu'en solo j'ai tendance à être absent tout et tout.
autre. Mais en tout cas, j'en referai peut-être un, je verrai avec qui je pourrais le faire, tout et tout. Mais vraiment, un let's play, peut-être avec la 5.0 et autres, faudrait qu'on teste, tout et tout. Il faudrait que Petit Vamp et moi, on teste, voir si le jeu n'est pas plus fluide le patch 5.0. Mais en tout cas, ouais, GG l'Ariane, vous avez mon respect en termes de suivi. Il n'y a pas énormément de studios de jeux vidéo qui pourraient s'asseoir à votre table et qui pourraient dire je fais un meilleur suivi que toi. Clairement, le seul studio de jeux vidéo avec un suivi aussi exemplaire que j'ai vu, ça a été Assassin's Creed Valhalla. Je sais que beaucoup de gens le détestent, mais Assassin's Creed Valhalla avait rapporté des nouveaux modes de jeu, des nouvelles cinématiques, des nouvelles intrigues, des nouvelles quêtes et des nouveaux contenus, tout ça gratuitement, mais financé par la boutique de microtransactions. Là, clairement, l'Ariane, vous êtes la preuve qu'on peut sortir un jeu vidéo très bon, hein, je le répète, Baldur's Gate 3 reste bon, voire même très bon. Mais pour moi, vu tout ce qu'on a eu cette année, je ne le mets pas dans mon top 10, clairement. Voilà. Même si Starfield, je l'ai défendu parce qu'il a des défauts majeurs, pour moi, les temps de chargement ne seront jamais un défaut majeur, surtout après un acte 3 de Baldur's Gate 3, où ça a ramé en multijoueur. Je maintiens que Starfield, pour moi, les temps de chargement ne sont pas un problème. Par contre, c'est vrai que la synchro labiale de Starfield, elle est intolérable, et vivement qu'il la patch, ça. Et l'exploration est relativement gâchée, et on espère justement que soit une équipe de modding crée du contenu à explorer, ou que Bethesda sorte des extensions avec des planètes entièrement explorables, qui sont vraiment intéressants et ce genre de choses. Ça, pour moi, c'est comme ça qu'on devrait corriger cela. Mais j'ai quand même passé un meilleur moment sur Starfield au bout de 340 heures. Là où Baldur's Gate 3, je m'arrache les cheveux par rapport à cela. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Baldur's Gate 3. Je trouve que la narration fait qu'on a quand même une relation qui est quand même très attachante et ce genre de choses. Et justement, je pense que mon avis pourrait changer. Parce que là où je l'ai quand même dit que c'est l'un des jeux qui m'a le plus déçu cette année, à cause du manque d'ergonomie, à cause des possibilités qui sont ratées, le fait qu'il n'y a pas de véritable épilogue, le fait que le jeu force trop avec certains personnages, que c'est surjoué et autres, je ne regrette pas ce que j'ai dit. Mais je pense qu'il y a la possibilité que l'Ariane puisse changer et puisse améliorer les choses. Et quand je vois la 5.0, quand je vois le mode honneur, d'ailleurs le mode honneur, j'en profite pour en parler vite fait, je ne suis pas du tout adepte de forcer les joueurs avec le safe scaling. J'aurais préféré que ce soit un mode hardcore qui soit à part du mode honneur, justement. J'aurais voulu profiter du mode honneur et pour la difficulté, tout et tout. Donc on va voir si je peux faire la même chose avec le mode custom, sinon je partirai chercher des modes pour désactiver le système de save. Parce que vu les problèmes de conversation et de dialogue de Baldur's Gate 3, hors de question que je teste le mode honneur comme ça. Et le fait qu'ils appelaient ça le mode honneur fait que j'avais raison sur ce qui me dérangeait sur Baldur's Gate 3, c'est qu'on a trop ce sentiment que c'est Divinity Original Sin. Que ce soit au niveau de sa patte graphique, que ce soit au niveau de sa gestion de groupe, que ce soit le système de portraits qui ne sont pas des portraits customisables à la Baldur's Gate 1 et 2 et à la Neverwinter Night 1, que ce soit justement le système des origines et autres, et le fait qu'il l'appelle comme ça directement le mode honneur, comme c'était dans Divinity Original Sin, et qu'ils n'ont pas au moins trouvé un autre nom, me fait clairement comprendre que ça fait partie de la frustration des fans de Baldur's Gate qui voulaient un Baldur's Gate 3, parce que de nouveau, on a vraiment ce sentiment que les règles ont changé parce que Donjons et Dragons,
le monde et l'histoire a changé parce que Donjons et Dragons, mais mis à part ça, on a quand même cette impression que c'est un Divinity 3, parce que c'est la suite logique avec le système d'éléments, la patte graphique, les origines et ce genre de choses. Et l'ajout du mode honneur ne va clairement pas arranger les choses. Voilà. J'espère vraiment que j'arriverai à changer d'avis d'ici quelques années sur Baldur's Gate 3. Je veux apprécier ce jeu comme vous l'appréciez. Je veux que Baldur's Gate 3 soit un jeu que j'adore et tout, et peut-être que dans le futur, c'est un jeu où je vais atteindre les 1000 heures, peut-être, hein, ça me ferait plaisir d'atteindre les 1000 heures sur Baldur's Gate 3. Clairement, je pense que je pourrais passer un excellent moment là-dessus. Tout. Voilà. Ça ne me dérangerait pas, mais en tout cas, vous avez gagné mon respect, l'Ariane, au niveau de vos mises à jour. Maintenant, plus qu'à voir si Baldur's Gate 3 arrivera à obtenir mon respect. Voilà. C'était tout. Donc on va essayer de terminer ce let's play. Ça va pas être évident, parce qu'avec les bugs qu'on a, on est à deux doigts d'abandonner l'aventure, les stabilités. Surtout que vous n'avez pas vu là avec le petit vampire, mais lui il a des bugs véritablement atroces. Et de nouveau, il n'a pas de problème avec tous les autres jeux vidéo. Alors oui, il a des chutes de FPS sur quelques jeux, mais pas des problèmes aussi atroces et autres. Donc j'espère véritablement qu'on arrivera à aller au bout de cette aventure et qu'on arrivera à y prendre plaisir. En tout cas, moi, je ne vais plus continuer de campagne solo sur Baldur's Gate 3. Je pense que je vais refaire une campagne intégralement sur Baldur's Gate 3 quand j'arriverai à obtenir la 5.0, soit par achat du jeu, soit par téléchargement. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. En tout cas, je pense que c'est le jeu qui m'a le plus intrigué cette année. Et c'est vrai que, contrairement à Starfield, j'ai toujours un immense plaisir de rejouer à Baldur's Gate 3, pas pour son exploration, que je trouve un peu moyen, pas pour sa narration, mais surtout pour son gameplay, parce que je pense qu'il n'y a pas plus fun qu'atomiser son adversaire en 2-3 secondes, ou de voir son IA mongoliser parce qu'elle ne veut pas traverser un champ limité. Allez, c'était à la prochaine tout le monde. J'espère que nous irons mieux la prochaine fois. A plus.